Un père veuf vit prisonnier du silence aux côtés de sa fille autiste, incapable de l'atteindre. Mais tout change lorsqu'une jeune inconnue accomplit l'impossible, l'apaiser par des gestes simples et une empathie sincère. Naît alors un lien qui transforme la vie de tous, avec une tendresse qui n'a pas besoin de mots. Le soleil matinal éclairait la demeure de verre et de béton dans la résidence de luxe de Neuilly-sur-Seine, Paris. Du haut du 10e étage, la vue sur l'océan Atlantique était à couper le souffle, mais Bernard Montaigne la remarquait à peine alors qu'il ajustait sa cravate italienne devant le miroir. À 42 ans, l'homme d'affaires du secteur technologique portait sur son visage les marques de nuits agitées et de préoccupations constantes, malgré sa fortune estimée à des centaines de millions. « Sophie est déjà réveillée, monsieur », informa Madame Zélie, la gouvernante, frappant doucement à la porte de la chambre principale. Mais elle n'a pas voulu prendre son petit déjeuner encore. Bernard soupira. La routine matinale avec sa fille de 5 ans était toujours un défi, comme escalader une montagne différente chaque jour. Il ne savait jamais quels obstacles il rencontrerait. « J'arrive, Zélie. Laissez-moi faire, je vais essayer. » Il traversa le large couloir lumineux jusqu'à la chambre décorée dans des tons doux de bleu, la seule couleur que Sophie tolérait sans manifester de malaise. La petite fille était assise au centre du tapis, alignant de petites voitures dans une séquence parfaite qui n'avait de sens que pour elle. Elle ne leva pas les yeux lorsque son père entra. « Bonjour, princesse. » Bernard parla doucement, s'accroupissant à une distance sûre. « Tu as bien dormi ?» Aucune réponse. Sophie continua son travail méticuleux, comme si le reste du monde n'existait pas. Ses cheveux châtains encadraient un visage aux traits délicats, si semblable à celui de sa mère, qu'il lui était parfois douloureux de le regarder. Louise était partie pendant l'accouchement, une complication soudaine que les médecins n'avaient pas pu inverser. 5 ans plus tard, Bernard se demandait encore comment elle aurait géré les défis auxquels ils étaient confrontés. « On va essayer le petit déjeuner aujourd'hui. Madame Zélie a fait ces crêpes que tu as aimées la semaine dernière. » Sophie hocha légèrement la tête, continuant son alignement. C'était une réponse, plus que ce qu'elle donnait habituellement lors de ses matins les plus difficiles. Bernard considéra cela comme une petite victoire. La vie de l'exécutif s'était transformée en une succession de petites victoires et de grands défis depuis le diagnostic de Sophie. Autisme de niveau modéré, avec hypersensibilité sensorielle et difficultés de communication. Les mots du neurologue résonnaient encore dans son esprit. « Chaque enfant du spectre est unique, monsieur Montaigne. Vous devrez découvrir le chemin ensemble. » Après une heure de négociations silencieuses, il réussit finalement à faire manger quelques cuillères de céréales à Sophie et à lui faire enfiler l'uniforme de l'école spécialisée. Pendant que sa fille finissait de se préparer avec l'aide de Madame Zélie, Bernard consulta les messages sur son téléphone portable. Réunion avec les investisseurs avancée à 9 heures. Problème d'implémentation du système, urgent. Dr Marcel a annulé la séance de thérapie de Sophie aujourd'hui. Le dernier message lui noua l'estomac. Les séances de thérapie occupationnelle étaient fondamentales pour la routine de la petite fille, et les changements de dernière minute entraînaient souvent des crises. Il pensa annuler ses rendez-vous, mais il avait déjà reporté cette réunion 2 fois. Ses associés commençaient à remettre en question son dévouement à l'entreprise qu'il avait lui-même fondée. « Zélie, le docteur Marcel a annulé. Je vais essayer de la reporter à demain. En attendant, suivez la routine normale et, si possible, évitez les endroits bruyants aujourd'hui. » La gouvernante acquiesça, compréhensive. Elle était avec eux depuis la naissance de Sophie, et bien qu'elle n'eût pas de formation spécialisée, elle avait appris à gérer les besoins spécifiques de la petite fille. La journée se déroula comme tant d'autres, réunions interrompues par des appels de l'école, négociations millionnaires entrecoupées de recherches sur de nouvelles méthodes thérapeutiques, contrats signés entre des messages pour vérifier comment allait Sophie. Ce fut en fin d'après-midi, lorsqu'il décida d'aller chercher personnellement sa fille à l'école et de passer par le supermarché, que tout changea. L'établissement était relativement vide à cette heure-là, ce que Bernard considéra comme positif. Sophie marchait à ses côtés, tenant légèrement le bas de sa veste, le maximum de contact qu'elle initiait habituellement. Il consultait la liste que Madame Zélie avait préparée lorsqu'il remarqua que la petite fille s'était arrêtée quelques pas derrière. Les signes étaient subtils,
mais pour un père attentif comme lui, alarmant. Les doigts de Sophie commencèrent à tambouriner contre le côté de sa jambe, ses yeux se fixèrent sur le sol et sa respiration s'accéléra. « Qu'y a-t-il, Sophie ?» « Nous avons presque fini. » Il tenta, s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur sans la toucher. C'est alors que les lumières fluorescentes clignotèrent. Une panne d'électricité momentanée, quelque chose de courant était à Paris. Pour n'importe qui, ce serait juste un inconvénient. Pour Sophie, ce fut comme une explosion sensorielle. Le cri vint d'abord, aigu, douloureux. Puis, ses mains volèrent vers ses oreilles, pressant fortement comme si elle voulait bloquer tout le monde extérieur. Le petit corps commença à se balancer d'avant en arrière, un mouvement rythmique que Bernard connaissait bien. « Tout va bien, Sophie, tout va bien », murmura-t-il, gardant sa voix calme, malgré la panique qu'il ressentait. Il savait qu'il ne devait pas la toucher pendant une crise, qu'il devait lui laisser de l'espace. Mais il savait aussi qu'il devait partir de là. Des clients commencèrent à regarder, certains avec curiosité, d'autres avec désapprobation. Ceux qui confondaient une crise sensorielle avec de la mauvaise éducation. Un agent de sécurité s'approcha, demandant s'ils avaient besoin d'aide, mais sa présence ne fit qu'augmenter l'agitation de la petite fille. « Ma fille est autiste, j'ai juste besoin d'espace pour la calmer », expliqua Bernard, essayant de garder son sang-froid tout en sentant son propre cœur s'emballer. C'est alors qu'elle apparut, une jeune femme d'environ 25 ans, portant le gilet rouge des employés du supermarché. Contrairement à l'agent de sécurité et aux clients curieux, elle n'envahit pas l'espace de Sophie. Elle s'approcha lentement, s'accroupit à une distance respectueuse et attendit simplement. Bernard observa, confus, tandis que l'employé commençait à respirer de manière audible et cadencée. Elle ne dit rien, n'essaya pas d'expliquer ce qu'elle faisait. Elle respira simplement, avec un rythme presque musical, tout en gardant ses mains visibles et détendues sur ses genoux. À son grand étonnement, après quelques minutes, Sophie commença à synchroniser sa propre respiration avec celle de la jeune femme. Les cris diminuèrent pour devenir de doux gémissements. Le balancement devint moins intense. La jeune femme fit alors un geste simple avec la main, ouvrir et fermer lentement comme une fleur qui s'épanouit, et Sophie observa, fascinée. « Je peux. » La jeune femme parla enfin, s'adressant à Bernard, mais gardant les yeux à la hauteur de ceux de Sophie. Il acquiesça sans savoir exactement ce qu'elle prévoyait. L'employé dessina alors un cercle en l'air puis traça une ligne verticale descendante, répétant le mouvement plusieurs fois. Étonnamment, Sophie imita le geste, ses petites mains traçant le même motif. « C'est un exercice de focalisation visuelle et motrice », expliqua la jeune femme à voix basse. « Cela aide à rediriger l'attention pendant une surcharge. » Avant que Bernard ne puisse demander où elle avait appris cela, Sophie fit quelque chose qui le laissa stupéfait. Elle tendit la main et toucha brièvement le poignet de la jeune femme. Un geste minuscule pour la plupart des gens, mais monumental pour sa fille, qui initiait rarement un contact physique avec des inconnus. Le moment fut interrompu par l'arrivée d'un homme d'âge moyen avec un badge de directeur. « Camille, je vous ai cherché partout. Vous avez abandonné la caisse il y a 15 minutes. » Il regarda la scène avec impatience. « Les clients attendent. »« Excusez-moi, monsieur Auguste, j'aidais cette petite fille qui était en crise, » répondit Camille en se levant. « Ce n'est pas votre travail. Nous sommes un supermarché, pas un centre d'assistance, » répliqua le directeur sèchement. « Considérez-vous licencié. Passez au RH demain pour régler vos comptes. » Bernard, qui jusqu'alors observait l'interaction en silence, intervint finalement. « Attendez. Cette jeune femme vient de faire quelque chose qu'aucun des thérapeutes que j'ai engagés n'a réussi en des mois, dit-il en se levant. Le directeur l'évalua de haut en bas, remarquant le costume coûteux et la posture d'autorité. « Monsieur, je comprends votre gratitude, mais nous avons des politiques. Combien gagne-t-elle par mois ?» Bernard l'interrompit. « Comment ? Quel est son salaire ?» Le directeur cligna des yeux, confus. « Un salaire minimum, plus des commissions. Mais je ne vois pas en quoi cela. J'offre le triple pour qu'elle travaille comme accompagnante personnelle de ma fille, » déclara Bernard, regardant directement Camille, qui semblait aussi surprise que son chef. « Je suis sérieux. » Camille hésita, manifestement prise au dépourvu. « Je n'ai pas de formation spécifique pour cela, monsieur. Juste quelques cours en ligne sur la neurodiversité. »
Bernard regarda Sophie, qui était maintenant calme, répétant toujours le geste que Camille lui avait appris. « Ce que vous avez, répondit-il, aucun cours ne l'enseigne. » Camille Fournier contempla l'immeuble luxueux devant elle, se sentant déplacée dans sa robe simple, achetée spécialement pour l'occasion. Après 3 jours de réflexion sur la proposition inattendue, elle avait finalement accepté de mieux connaître le travail offert par l'homme d'affaires. Le portier, déjà informé de son arrivée, la conduisit à l'ascenseur privé qui menait directement à l'appartement terrasse. « Papa, elle est arrivée ?» La voix animée de Madame Zélie retentit lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvrit. L'appartement était encore plus impressionnant à l'intérieur. De larges baies vitrées révélèrent le paysage du front de mer parisien. Des meubles design et des œuvres d'art contemporaines décoraient l'ambiance avec une élégance discrète. Bernard Montaigne apparut dans le couloir, vêtu de vêtements plus décontractés qu'au supermarché, mais toujours impeccable. Ses yeux révélaient la fatigue de quelqu'un qui avait passé la nuit blanche. « Camille, merci d'être venue. » Il lui tendit la main formellement. « Sophie a eu une nuit difficile, mais elle est plus calme maintenant. Voudriez-vous voir sa chambre ?» La jeune femme acquiesça, le suivant dans le couloir. En chemin, elle observa des détails qui révélaient la vie réelle derrière la façade de perfection. Des post-it colorés avec des rappels sur les médicaments et les routines, des zones de la maison visiblement adaptées aux besoins sensoriels d'une enfant autiste, des livres sur le développement infantile atypiques empilés sur les tables. La chambre de Sophie était un monde à part, un sanctuaire soigneusement conçu. Les murs dans un ton doux de bleu, un éclairage indirect qui ne créait pas d'ombre brusque, des meubles aux coins arrondis, et une tente sensorielle dans le coin qui servait de refuge lorsque le monde extérieur devenait excessif. La petite fille était assise sur le tapis doux, organisant de petits objets en motifs géométriques. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'ils entrèrent. « Sophie, tu te souviens de Camille? Du supermarché ?» Bernard demanda doucement, sans attendre de réponse. À la surprise des deux, la petite fille leva brièvement les yeux, regardant dans la direction de Camille avant de retourner à son activité, une reconnaissance subtile mais significative. « Je peux m'asseoir ici. » Camille demanda, désignant un espace à environ 2 mètres de Sophie. La petite fille ne répondit pas, mais ne montra pas non plus de malaise lorsque la jeune femme s'installa silencieusement sur le sol. Bernard observa, fasciné, tandis que Camille existait simplement dans le même espace que sa fille, sans faire de demande, sans essayer de forcer l'interaction. Après quelques minutes, elle commença à organiser quelques blocs colorés qui se trouvaient à proximité, créant un motif similaire à celui que Sophie faisait mais sans copier exactement. « J'aime beaucoup organiser les choses aussi », commenta Camille à voix basse, comme si elle parlait à elle-même. « Ça aide à mieux penser, n'est-ce pas ?» Sophie continua son activité, mais Bernard remarqua que ses mouvements avaient légèrement ralenti. Elle prêtait attention. Avant de discuter du travail, Bernard dit en s'éloignant vers la porte « J'aimerais les observer quelques minutes de plus, si vous ne voyez pas d'inconvénient. » Camille acquiesça, restant avec Sophie pendant qu'ils sortaient. Pendant l'heure suivante, il n'y eut pas de grandes avancées. Aucun moment dramatique de connexion. Juste la présence patiente de quelqu'un qui comprenait intuitivement la valeur du silence partagé. Lorsqu'ils quittèrent enfin la chambre, Sophie ne protesta pas, ce qui surprit Bernard. « Comment saviez-vous quoi faire ?» il demanda lorsqu'ils s'assirent dans le salon pour discuter. « Au supermarché et maintenant. » Camille hésita, passant les doigts sur la sangle de son sac usé qu'elle portait. « J'ai un frère plus jeune, Mathieu. Il a un TDAH sévère, mais il présente aussi des caractéristiques similaires à celles de Sophie en matière de stimuli sensoriels. » Elle marqua une pause. « J'ai grandi en apprenant à lire ce dont il avait besoin quand il ne pouvait pas l'exprimer avec des mots. Ce n'est pas une technique, juste de l'observation et du respect. Et ces gestes que vous avez faits au supermarché, intégration sensorielle de base. J'ai appris ça dans des vidéos en ligne, après avoir remarqué à quel point ça aidait Mathieu. » Elle sourit timidement. « J'ai passé de nombreuses heures sur l'Internet du cybercafé du quartier à rechercher ça. » Quelque chose dans la simplicité de la réponse toucha profondément Bernard. En 3 ans, il avait consulté les spécialistes les plus renommés du pays, investi dans des thérapies très coûteuses et acheté des équipements importés.
Mais il n'avait jamais vu Sophie réagir aussi naturellement qu'elle l'avait fait avec cette jeune femme qui avait appris sur la neurodiversité par nécessité, et non par profession. « Camille, je ne sais pas si vous avez pleinement compris ma proposition. Je n'offre pas seulement un emploi temporaire. Je veux vous embaucher comme accompagnante thérapeutique de Sophie avec un contrat de travail, une assurance maladie et tout le reste. » La jeune femme écarquilla les yeux. « Mais je n'ai pas de formation, je ne suis qu'une personne qui a réussi en 15 minutes ce que des spécialistes n'ont pas réussi en des années. » Bernard l'interrompit, se penchant en avant. « Écoutez, je comprends votre hésitation. Si vous le souhaitez, je peux financer des cours et des formations pour compléter vos connaissances pratiques. Mais ce dont Sophie a besoin maintenant, c'est de quelqu'un qui la comprenne, pas d'un titre de plus encadré au mur. » Camille considéra la proposition, mordant légèrement sa lèvre inférieure. « Puis-je demander ce qui est arrivé à sa mère ?» L'expression de Bernard se durcit un instant. « Louise a eu des complications pendant l'accouchement. Sophie ne l'a jamais connue. » Il inspira profondément. « Ma belle-mère a blâmé les médecins. J'ai blâmé le destin. Et au milieu de cette bataille de reproches, nous avons perdu contact. Hélène, la grand-mère de Sophie, vit à Marseille maintenant. » « Je suis désolé, » répondit sincèrement Camille. « Depuis lors, j'ai fait de mon mieux, mais... » Il fit un geste vague, comme si les mots étaient insuffisants pour exprimer l'ampleur du défi. Camille regarda par la fenêtre, contemplant le changement drastique que cette proposition représentait dans sa vie. Elle avait abandonné la faculté de psychologie au 2e semestre pour travailler et aider à subvenir aux besoins de son frère et de sa mère malade. Le salaire que Bernard offrait était plus du triple de ce qu'elle recevait au supermarché. « J'aurai besoin de quelques horaires flexibles pour continuer à m'occuper de mon frère lorsque ma mère a des rendez-vous médicaux, » dit-elle finalement. Bernard sourit, comprenant ce commentaire comme une acceptation. « Nous pouvons ajuster ce qui est nécessaire. Quand pouvez-vous commencer ?»« Lundi, » suggéra Camille. « J'ai quelque chose à organiser à la maison. » Ainsi commença la nouvelle phase de la vie des trois. Pendant les premières semaines, Camille visitait l'appartement 3 fois par semaine en séance de 2 heures. Le progrès était lent, sans moments spectaculaires, mais constant. Elle apportait des objets sensoriels faits maison, des bouteilles avec de l'eau colorée et des paillettes, des tissus de différentes textures, de petits instruments de musique à faible intensité, et laissait Sophie choisir comment et quand interagir avec eux. Bernard, habitué aux résultats immédiats dans ses affaires, dut apprendre une nouvelle façon de mesurer le succès. Le jour où Sophie permit à Camille de s'asseoir plus près, le matin où elle accepta d'essayer une nouvelle texture, l'après-midi où elle établit un contact visuel pendant 2 secondes de plus que d'habitude. Un jour particulièrement significatif, après un mois de travail, Sophie tendit à Camille un bloc bleu, sa couleur préférée, en le plaçant directement dans sa main. Le geste pourrait paraître trivial pour qui ne comprenait pas, mais pour Bernard, observant depuis la porte, ce fut comme assister à un miracle. « Merci, Sophie », répondit Camille avec naturel, sans exagérer la réaction, comprenant instinctivement qu'un enthousiasme excessif pourrait surcharger la petite fille. Cette nuit-là, après que Sophie se fut endormie, Bernard invita Camille à prendre un café sur le balcon. La ville brillait en contrebas, des millions de lumières contre le ciel sombre. « Comment faites-vous » demanda-t-il, sans élaborer. Camille comprit la question non formulée. « Je crois que je peux voir le monde un peu comme elle le voit. Pas complètement, bien sûr, personne ne peut voir exactement à travers les yeux d'une autre personne. Mais j'ai grandi en traduisant le monde pour mon frère, alors j'ai développé ce muscle mental. Vous savez ce que les autres thérapeutes faisaient, ils essayaient de l'amener dans notre monde. Vous faites le contraire, vous allez d'abord dans son monde. » Bernard contempla sa tasse un instant. « Je crois que j'ai oublié comment faire ça. » La confession plana dans l'air entre eux, chargée d'une vulnérabilité que l'homme d'affaires montrait rarement. « C'est difficile d'être tout pour quelqu'un, » répondit doucement Camille. « Père, mère, thérapeute, professeur, personne ne peut être tout cela seul sans se perdre en chemin. » Bernard acquiesça, sentant le poids de ses mots. « Avant de vous connaître, j'envisageais d'engager une infirmière à temps plein, quelqu'un avec toutes les certifications possibles qui suivrait des protocoles établis. » Il eut un rire sans humour.
Je suis tellement habitué à penser que l'argent résout tout. L'argent aide, observa pragmatiquement Camille. Sans lui, de nombreuses familles n'ont accès à aucun type de soutien. Mais au final, ce qui fait vraiment la différence, c'est la connexion humaine. Lorsque Camille partit cette nuit-là, Bernard resta sur le balcon pendant des heures, contemplant la ville et repensant à tout ce qu'il croyait savoir sur le soin et la connexion. Dans la chambre voisine, Sophie dormait paisiblement pour la première fois depuis des semaines, serrant le bloc bleu qu'elle avait partagé plus tôt, un petit objet qui portait maintenant le sens d'un pont en construction, lentement, entre son monde intérieur et l'extérieur. 3 mois s'écoulèrent, et l'automne parisien peignait la ville d'une lumière dorée qui entrait par les larges fenêtres de l'appartement des Montaigne. Ce qui avait commencé comme des visites programmées 3 fois par semaine s'était transformé en une présence quasi quotidienne. Camille avait maintenant son propre jeu de clés et une chambre adaptée dans l'appartement, pour les jours où elle devait passer la nuit, lorsque Bernard avait des engagements qui le retenaient tard. La transformation de Sophie était subtile, mais indéniable. La petite fille avait toujours ses particularités. Elle communiquait toujours principalement par des gestes et des expressions, mais la fréquence de ses crises avait considérablement diminué. De petits rituels établis par Camille étaient redevenus des ancres dans son quotidien. Le moment de peinture le matin, l'heure de la musique silencieuse. Quand Camille jouait doucement un petit xylophone que Sophie pouvait plus sentir qu'entendre, et la période de transition avant de dormir, quand elle pratiquait la respiration conjointe. Ce jeudi matin, Bernard observait depuis la porte de la chambre, tandis que Camille guidait Sophie dans une activité avec des peintures naturelles qu'elle avait elle-même préparées. « Regarde, nous créons un océan aujourd'hui », commenta Camille en mélangeant doucement des tons de bleu et de vert dans un plateau peu profond. « Tu veux faire des vagues avec tes doigts ?» Sophie contempla le mélange pendant quelques secondes avant d'étendre précautionneusement l'index, touchant la surface de la peinture. Un petit sourire, rare et précieux, apparut sur son visage lorsque la couleur se déplaça en ondulations douces. « C'est apaisant, n'est-ce pas ?» continua Camille, sans forcer de réponse. « Parfois, quand je me sens submergé, je ferme les yeux et j'imagine que je flotte dans l'océan. » À la surprise des 2 adultes, Sophie émit un son doux, presque comme un murmure mélodique, tout en continuant à créer des motifs dans la peinture. Bernard sentit un nœud dans la gorge. C'était le son le plus proche d'une expression vocale spontanée qu'il avait entendue de sa fille depuis des mois. Le neurologue avait expliqué que Sophie ne présentait pas d'empêchement physique pour parler. Sa réticence à utiliser la communication verbale faisait partie de la façon dont son cerveau traitait le monde. « Elle fredonne », il murmura pour lui-même, mais Camille l'entendit. « Elle réagit à la texture et au mouvement », expliqua-t-elle à voix basse. C'est une forme d'expression et de traitement sensoriel. Lorsque Sophie eut finalement terminé son océan et alla se laver les mains dans la salle de bain adaptée, aidée par Madame Zélie, Bernard s'approcha de Camille. « Je n'aurais jamais pensé voir ce jour, confessa-t-il, regardant la peinture qui séchait sur la table. Elle a toujours rejeté les textures humides ou collantes. » Camille sourit en rangeant les matériaux. « Nous avons commencé avec du sable sec, puis du sable mouillé, puis de la pâte à modeler faite maison. Ce fut une progression graduelle, Sophie à son propre rythme. » Il y avait une naturalité dans la façon dont Camille parlait des besoins de Sophie, sans le jargon clinique que tant de spécialistes utilisaient, sans la pitié voilée que Bernard détectait chez certains thérapeutes. C'était comme si elle voyait sa fille dans son intégralité, non seulement le diagnostic, non seulement les défis, mais la personne entière, avec toutes ses complexités. « J'ai une proposition, » dit Bernard, vérifiant sa montre. « Il y a un atelier d'art sensoriel au Centre culturel du Parc des Arts dimanche prochain. J'ai pensé que nous pourrions y emmener Sophie. » Les yeux de Camille s'illuminèrent. « Le projet Couleur and Sense, j'en ai lu des choses. Il a été développé spécifiquement pour les enfants neurodivergents. » « Exactement. J'ai réservé des places, mais... » Il hésita. « Je n'ai jamais réussi à emmener Sophie à des événements comme ça avant. Les foules, les sons imprévisibles... » « Nous pouvons la préparer progressivement, » suggéra Camille. « Lui montrer des photos du lieu, créer une histoire sociale sur ce qui va se passer, emporter ses objets de confort et des écouteurs. » Elle s'arrêta en voyant l'expression de Bernard.
Qu'y a-t-il? Vous pensez toujours à tout, répondit-il avec un sourire fatigué. Parfois, je me demande comment j'ai fait avant que vous n'apparaissiez. Quelque chose dans la façon dont il prononça ces mots fit Camille détourner le regard, soudainement consciente de l'intimité qui s'était développée entre eux ces derniers mois. Non romantique, mais profonde d'autres manières. Ils partagèrent la responsabilité de Sophie, échangèrent des regards de compréhension lorsqu'elle atteignait de nouveaux jalons, ressentaient ensemble la frustration les jours difficiles. C'était une forme de partenariat qu'aucun des deux n'avait anticipé. « Nous faisons une bonne équipe », répondit-elle finalement, gardant un ton léger. Les jours suivants, ils travaillèrent ensemble pour préparer Sophie à l'atelier. Camille créa un petit livre avec des photos du centre culturel. Bernard programma de courtes visites au parc environnant pour habituer Sophie à l'environnement. Et même Madame Zélie contribua en cousant un petit sac à dos sensoriel que la petite fille pourrait porter avec ses objets de confort. Le dimanche se leva avec un ciel clair et une température clémente, des conditions idéales pour la promenade. Sophie semblait relativement tranquille, tandis que Camille l'aidait à s'habiller, choisissant des vêtements sans étiquette et en tissu qui n'irritaient pas sa peau sensible. « Tu te souviens de notre livre d'aujourd'hui » demanda gentiment Camille, montrant le petit album de photos qu'ils avaient assemblé. « Nous allons voir de l'art, sentir différentes textures, et nous pourrons partir à tout moment si tu as besoin. » Sophie toucha la photo du parc, une reconnaissance silencieuse du plan. Bernard observait depuis la porte, vêtu décontracté avec un jean et un polo. Un look rare pour l'exécutif habituellement impeccable, en costumes italiens. L'arrivée au centre culturel fut soigneusement chronométrée pour éviter les plus grandes affluences. Une coordinatrice du projet les accueillit à l'entrée clairement formée pour interagir avec des enfants neurodivergents. « Bonjour Sophie, nous avons un espace spécial préparé pour vous et votre famille, » dit-elle, s'adressant directement à la petite fille, mais sans attendre de réponse. « Vous pouvez me suivre ?» L'environnement avait été organisé en stations sensorielles, chacune offrant différentes expériences artistiques. Peinture sur toile géante, modelage en argile, table lumineuse avec des matériaux translucides, tissus pour la danse et l'expression corporelle. Plus important encore, il y avait des espaces de décompression stratégiquement positionnés, des tentes sensorielles où les enfants pouvaient se retirer s'ils se sentaient submergés. Sophie se tint initialement près de Camille, observant d'autres enfants dans les activités. Quelques minutes plus tard, à l'étonnement de Bernard, elle désigna la station de peinture. « Tu veux essayer la peinture ?» demanda Camille, et Sophie acquiesça légèrement. Les trois s'approchèrent de la grande toile montée sur le mur. Contrairement à la peinture à la maison, ici les enfants utilisaient de grands pinceaux attachés à des rallonges, permettant des mouvements amples et expressifs à une distance confortable. « Regarde, tu peux peindre sans avoir besoin de t'approcher trop, » expliqua Bernard, démontrant le mouvement avec un des pinceaux. Sophie observa attentivement avant d'accepter un pinceau avec de la peinture bleue, sa couleur sûre. Ses premiers mouvements furent hésitants, mais elle trouva rapidement du plaisir dans l'activité, créant de grands arcs de couleurs sur la toile partagée. Ce fut un moment de communion silencieuse. Sophie peignant, Bernard et Camille côte à côte, observant avec la même fierté que les parents ressentent lorsqu'ils sont témoins des réalisations significatives de leurs enfants. À cet instant, ils semblaient vraiment une famille, unie non par des liens de sang ou des rôles légaux, mais par quelque chose d'également profond, un langage partagé de soins et de compréhension. Après presque une heure d'activité, Sophie signala qu'elle avait besoin d'une pause, désignant l'un des espaces de décompression. Camille l'accompagna rapidement, laissant Bernard discuter avec l'une des art-thérapeutes du programme. Lorsqu'ils revinrent, Sophie portait un dessin fait au crayon de cire. 3 figures se tenant la main. Un homme grand, une figure plus petite aux cheveux longs, et entre eux, une petite fille portant ce qui semblait être une robe rose, une couleur que Sophie évitait généralement, la considérant trop intense. « Regarde ce que Sophie a dessiné. » Camille montra le papier à Bernard qui l'examina avec une émotion grandissante. « C'est... nous ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. Sophie ne répondit pas verbalement, mais toucha chaque figure du doigt. D'abord la figure masculine, puis elle-même au milieu,
Et enfin la figure féminine qui représentait clairement Camille. L'art-thérapeute, qui observait l'interaction, commenta doucement. Les trois figures sont connectées par les mains. C'est une représentation puissante d'appartenance. Bernard sentit des larmes monter et dissimula le moment de vulnérabilité en ajustant ses lunettes. « Elle a choisi du rose », fut tout ce qu'il put dire. « Une couleur qui causait auparavant de l'inconfort », compléta Camille, comprenant la signification. Maintenant, associée à quelque chose de positif. Le reste de la journée se déroula comme un rêve. Sophie participa à 2 autres activités avant de montrer des signes de fatigue, et les 3 retournèrent à l'appartement, où la petite fille s'endormit presque immédiatement, tenant toujours le dessin qu'elle avait fait. Plus tard, sur le balcon qui était devenu le lieu officieux des conversations entre Bernard et Camille, ils partageaient une bouteille de vin, tandis que la ville s'illuminait en contrebas. Le neuropsychologue a dit que Sophie pourrait ne jamais exprimer de symbolisme par l'art, commenta Bernard, regardant la copie du dessin qu'ils avaient soigneusement conservé. Il a dit que sa pensée était trop concrète. Les spécialistes sous-estiment souvent ce qu'ils ne comprennent pas, répondit Camille, contemplant son verre. Toute forme de communication est valable, pourvu que nous soyons prêts à apprendre le langage de l'autre. Un silence confortable s'installa entre eux, rempli seulement par les sons lointains de la ville. Ce fut Bernard qui le rompit finalement. « Camille, je pense à officialiser votre position, non seulement comme accompagnante thérapeutique, mais comme, il hésita cherchant les mots justes, comme partie permanente de la vie de Sophie, notre vie. » La jeune femme le regarda percevant le sérieux dans ses yeux. « Que proposez-vous exactement ? » ?»« Une garantie, contrat à vie, fonds fiduciaire pour vous, participation à mes affaires si vous le souhaitez. Tout ce qu'il faut pour que vous ayez de la sécurité et pour que Sophie sache que vous n'allez pas simplement disparaître un jour. » Camille posa son verre, traitant l'ampleur de l'offre. « Bernard, c'est extrêmement généreux, mais aussi compliqué. Je ne peux pas accepter quelque chose comme ça. Pourquoi? C'est ce dont Sophie a besoin. C'est ce que passe... » Il s'arrêta, évitant de compléter la pensée. « Ce dont vous avez besoin ?» demanda gentiment Camille. Bernard passa la main sur son visage, semblant soudainement plus vieux et plus vulnérable que son habituel self contrôlé. « Quand Louise est partie, j'ai juré de faire n'importe quoi pour protéger Sophie. J'ai engagé les meilleurs spécialistes, j'ai adapté toute notre vie, je me suis éloigné d'amis et de la famille qui ne comprenaient pas. » Il marqua une pause. « Mais je n'ai jamais vraiment réussi à l'atteindre. Et puis vous êtes apparu avec rien d'autre que de l'intuition et de la compassion, et vous avez construit un pont que je ne savais même pas possible. » « Vous avez toujours été là pour elle, » insista Camille. « Votre amour n'a jamais failli. Mais ce n'était pas suffisant, n'est-ce pas? J'avais besoin de vous. Nous avions tous les 2 besoin. » La confession plana entre eux, chargée de significations inexprimées. Le dessin de Sophie, les 3 figures se tenant la main, semblait maintenant prophétique, comme si l'enfant avait compris quelque chose que les adultes commençaient tout juste à percevoir. « Je ne vais nulle part, » promit finalement Camille. « Mais faisons cela correctement. Pas à pas comme nous enseignons à Sophie. » Elle sourit doucement, un pont à la fois. Et ainsi, sous le ciel étoilé de Paris, un autre pont invisible commença à se former. Non seulement entre des mondes différents, mais entre des cœurs qui avaient connu la douleur de manière distincte et maintenant, ensemble, découvraient la possibilité de guérison. L'été arriva à Paris avec sa chaleur intense et ses pluies soudaines. 6 mois s'étaient écoulés depuis la première fois que Camille avait franchi les portes de l'appartement des Montaigne, et la dynamique entre les 3 s'était transformée en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Sophie fréquentait maintenant une école spécialisée 3 matins par semaine, accompagnée par Camille. Ses compétences en communication avaient considérablement progressé. Elle utilisait une tablette avec des pictogrammes pour exprimer des besoins de base et, occasionnellement, prononcer des mots isolés, généralement bleu, musique, et pour le bonheur de Bernard, papa. L'appartement avait également changé. Ce qui était autrefois un espace élégant mais stérile affichait maintenant les signes d'une vie partagée. Des peintures, de Sophie encadrées au mur, un système de communication visuelle avec des cartes colorées dans plusieurs pièces,
des coussins sensoriels stratégiquement dispersés dans le salon. La chambre initialement destinée à Camille, pour des nuits occasionnelles, était maintenant effectivement la sienne, avec des vêtements dans l'armoire et des livres sur l'étagère. Bernard avait également changé. L'exécutif implacable qui vivait pour les réunions et les acquisitions travaillait maintenant principalement de chez lui, restructurant son emploi du temps pour participer aux petites victoires quotidiennes de Sophie. Ses associés avaient remarqué le changement, certains avec admiration, d'autres avec scepticisme quant à son engagement envers l'entreprise. Ce mercredi matin, tandis que Sophie participait à une séance de musicothérapie dans une clinique spécialisée accompagnée par Madame Zélie, Bernard et Camille profitèrent du temps pour discuter des prochaines étapes du développement de la petite fille. L'ergothérapeute a suggéré que nous commencions à introduire plus d'activités en extérieur, commenta Camille, consultant ses notes. Peut-être une visite hebdomadaire au jardin botanique, c'est suffisamment structuré pour être prévisible, mais offre de nouveaux stimuli sensoriels. Bernard acquiesça, admirant le dévouement avec lequel Camille documentait chaque suggestion, chaque petit progrès. Nous pouvons commencer le week-end prochain. Elle s'est bien débrouillée lors de nos promenades dans le parc près d'ici. J'ai aussi pensé à adapter la chambre d'amis comme un espace sensoriel complet, continua Camille, montrant quelques croquis qu'elle avait faits. Avec des projections de lumière, des instruments de musique thérapeutique, un mur tactile. Considérez cela approuvé, répondit Bernard avec un sourire. Engagez les spécialistes dont vous avez besoin. Budget illimité. Camille lui rendit son sourire, déjà habitué à la générosité impulsive de Bernard lorsqu'il s'agissait du bien-être de Sophie. « Ah, j'ai presque oublié, dit-il, se levant pour chercher quelque chose dans son bureau. Il revint avec une boîte élégamment emballée. « C'est pour vous. »« Pour moi ? Ce n'est pas mon anniversaire, » commenta Camille, surprise. « Considérez cela comme un remerciement pour ces 6 mois. » Elle ouvrit le paquet soigneusement, révélant une collection de livres sur des méthodologies thérapeutiques innovantes, des matériaux artistiques professionnels et une tablette de dernière génération. « J'ai remarqué que vous notez toujours vos idées dans votre carnet et que vous recherchez des choses sur ce vieux téléphone portable, » expliqua Bernard avec un certain embarras, dans la voix. « J'ai pensé que de meilleurs outils pourraient t'aider. » Camille toucha les objets avec révérence. C'étaient exactement les choses qu'elle avait mentionné vouloir lors de conversations occasionnelles au fil des mois, de petits désirs qu'elle n'espérait pas qu'il enregistre. « Vous faites attention, » commenta-t-elle, sincèrement touchée. « J'ai appris de vous, » répondit simplement Bernard. Le moment fut interrompu par le son de l'interphone. Le portier annonça une visite inattendue. Hélène Dubois, mère de Louise et grand-mère de Sophie. L'expression de Bernard se durcit instantanément. « Que fait-elle ici ? Nous n'avons pas eu de contact depuis des années. Voulez-vous que je lui demande de revenir un autre jour ? » demanda Camille, percevant la tension soudaine. Bernard considéra un instant. « Non. Il vaut mieux régler ça maintenant, avant que Sophie ne revienne de thérapie. » Quelques minutes plus tard, une femme élégante d'environ 60 ans entra dans le salon. Ses cheveux gris étaient impeccablement coiffés et ses vêtements indiquaient le même goût raffiné que Bernard démontrait. Malgré son âge, elle gardait une posture droite et un regard pénétrant que, Camille le remarqua immédiatement, Sophie avait hérité. « Hélène !» Bernard la salua froidement. « Quelle surprise !»« Bernard !» répondit-elle sur le même ton. Son regard passa rapidement sur Camille, l'évaluant de la tête aux pieds. « Je ne savais pas que vous étiez accompagnée. Voici Camille Fournier, l'accompagnante thérapeutique de Sophie, » expliqua-t-il, ne donnant délibérément pas plus d'informations. « Camille, voici Hélène Dubois, la grand-mère de Sophie. »« Ravi de vous rencontrer, » dit poliment Camille, tendant la main qu'Hélène serra brièvement. « Accompagnante thérapeutique ? Je pensais que Sophie fréquentait l'Institut neurosensoriel, » commenta Hélène. « Elle le fréquente toujours, » répondit Bernard. « Camille complète leur travail ici à la maison et l'accompagne à l'école. » Hélène acquiesça, s'asseyant élégamment sur le canapé sans y être invitée. « Je suis venu à Paris pour affaires, et j'ai décidé qu'il était temps de voir ma petite fille. 5 ans, c'est trop long. Tant que vous avez choisi de passer loin d'elle, » Bernard ne put retenir l'acidité. « Nous n'avons pas reçu un appel, une carte d'anniversaire, rien. Et je n'ai pas reçu une seule invitation, » répliqua Hélène. « Après que vous m'ayez blâmé pour ce qui,
est arrivé à Louise, je ne vous ai jamais blâmé. C'est vous qui avez dit que je n'avais pas assez insisté pour qu'elle reste au repos absolu ces derniers mois. » La voix de Bernard s'éleva. Camille réalisa qu'elle assistait à la continuation d'un conflit ancien avec des blessures profondes qui n'avaient jamais cicatrisé correctement. « Peut-être devrais-je vous laisser seul, » suggéra-t-elle en se levant. « Non. » Bernard et Hélène dirent simultanément, ce qui dans d'autres circonstances aurait été comique. Hélène retrouva son calme la première. « En fait, j'aimerais en savoir plus sur le travail que vous faites avec ma petite fille. J'ai beaucoup lu sur les approches pour les enfants autistes. À Marseille, je soutiens financièrement une clinique spécialisée. » Quelque chose dans la manière dont elle prononça « autiste » avec une légère hésitation, comme si c'était un terme qu'elle n'acceptait pas encore complètement, fit ressentir à Camille une pointe d'inquiétude. Néanmoins, elle répondit professionnellement, expliquant son approche centrée sur la personne, les progrès de Sophie au cours des derniers mois, et comment elle travaillait pour élargir sa communication en respectant son propre rythme. « Impressionnant, » commenta Hélène quand Camille eut terminé. « Et quelle est votre formation, ma chère ?» « Camille a un don naturel, » intervint Bernard, percevant le piège dans la question. « Elle a construit une connexion avec Sophie que des spécialistes avec des décennies d'expérience n'ont pas réussi. »« Donc vous n'avez pas de formation spécifique ?» pressa Hélène, regardant directement Camille. « J'ai fait 2 semestres de psychologie avant de devoir abandonner mes études pour travailler, » répondit honnêtement Camille. « Depuis, j'ai suivi des cours libres et étudié par moi-même. Bernard m'a permis de participer à des ateliers et des conférences pour continuer à apprendre. » Hélène haussa un sourcil. « Je vois. Et vous vivez ici ?»« La plupart du temps, oui, » répondit Camille, gardant un ton professionnel malgré le jugement clair dans la question. La cohérence de la routine est fondamentale pour Sophie. Avant que la conversation ne puisse continuer, le son de l'ascenseur annonça le retour de Sophie et Madame Zélie de la séance de thérapie. La petite fille entra la première, balançant doucement son corps dans un mouvement qui indiquait une stimulation modérée. Pas une crise, juste le besoin de traiter les stimuli de la séance. « Sophie !» s'exclama Hélène, se levant rapidement et avançant vers sa petite fille. Le mouvement brusque et la voix inconnue firent s'arrêter Sophie brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent, sa respiration s'accéléra, et ses mains commencèrent le mouvement familier de tambouriner contre les côtés de ses jambes, le prélude à une crise sensorielle. Camille réagit instinctivement, se positionnant entre Sophie et sa grand-mère sans réellement bloquer la vue, mais en créant une barrière protectrice. Avec des mouvements fluides que Bernard reconnaissait d'innombrables situations antérieures, elle s'accroupit à la hauteur de Sophie, respirant, de manière audible, et faisant les gestes qu'elles avaient développés ensemble pour les moments de surcharge. « Tout va bien, Sophie, » murmura-t-elle. « Respire avec moi, dedans, dehors, comme les vagues de l'océan que nous avons peints. » La petite fille se concentra lentement sur les gestes familiers, sa respiration se synchronisant progressivement avec celle de Camille. Quand elle fut plus calme, Camille expliqua doucement « C'est ta grand-mère, Hélène, la sœur de ta mère. Elle est venue de loin pour te rencontrer. » Sophie regarda brièvement dans la direction d'Hélène avant de détourner le regard, un comportement typique qui n'indiquait pas nécessairement un rejet, juste sa manière naturelle de traiter les nouvelles personnes. Hélène, cependant, semblait visiblement ébranlée par la réaction et la nécessité d'intervenir. Elle est toujours comme ça avec les nouvelles personnes. Les approches soudaines sont difficiles, expliqua Bernard, gardant sa voix contrôlée malgré l'irritation. Si nous avions été prévenus de votre visite, nous aurions pu préparer Sophie correctement. Hélène acquiesça manifestement déconcertée. « Je suis désolée, je ne savais pas. »« Laissons-lui un peu de temps, » suggéra diplomatiquement Camille. « Sophie, tu veux montrer ton nouveau jeu de couleurs à grand-mère Hélène. Nous pouvons tous nous asseoir sur le tapis. » À la surprise de tous, la petite fille acquiesça légèrement, se dirigeant vers son coin préféré du salon, où Camille avait installé une station avec des jeux et des matériaux adaptés. Hélène regarda Bernard qui lui fit signe de suivre la petite fille. Pendant l'heure suivante, une trêve temporaire s'installa, tandis que tous se concentraient sur Sophie. Camille guida les interactions avec habileté, créant des opportunités pour qu'Hélène connaisse sa petite fille sans la presser. Sophie, de son côté,
démontra sa capacité d'adaptation, permettant à sa grand-mère de s'asseoir près d'elle, bien qu'elle maintint sa communication principalement dirigée vers Camille. Lorsque vint enfin l'heure du déjeuner, Sophie montrait déjà des signes de fatigue avec la nouvelle présence. Percevant cela, Camille suggéra qu'elle se repose dans sa chambre pendant que Madame Zélie préparait le repas. « Puis-je l'accompagner » demanda Hélène, visiblement désireuse de passer plus de temps avec sa petite fille. « Aujourd'hui, ce ne serait pas idéal, » répondit Camille avec gentillesse mais fermeté. « La routine est extrêmement importante et Sophie a besoin de temps pour traiter de nouvelles expériences. Peut-être demain, après qu'elle se soit habituée à votre présence. » Hélène pinça les lèvres, manifestement déçue mais n'insista pas. Dès que Sophie quitta la pièce avec Madame Zélie, cependant, son véritable sentiment se manifesta. « Alors c'est comme ça que ça marche ? Cette jeune femme décide qui peut ou ne peut pas approcher ma petite fille ?» demanda-t-elle à Bernard, sans se soucier de baisser la voix. « Camille connaît les besoins de Sophie mieux que quiconque, » répondit Bernard défensivement, « même mieux que moi à bien des égards. Il est évident qu'elle a pris un rôle assez central dans cette maison, » commenta Hélène, le ton chargé de sous-entendu. « J'imagine que Louise serait surprise de voir comment sa fille est élevée par une étrangère sans qualification formelle. » Camille sentit le coup, mais resta silencieuse, reconnaissant que ce n'était pas sa place d'intervenir dans cette discussion familiale. « Sophie n'est pas élevée par une étrangère, » répliqua Bernard, la colère évidente dans sa voix contrôlée. « Elle est élevée par moi, avec le soutien de quelqu'un qui a montré plus de dévouement et de compréhension pour ses besoins que sa propre grand-mère, qui ne s'est même pas donné la peine de la connaître jusqu'à aujourd'hui, parce que vous m'avez éloigné. » Hélène éleva la voix. « Après tout ce qui s'est passé, vous avez simplement coupé le contact, et maintenant je découvre que ma petite fille, mon propre sang, est prise en charge par une employée que vous avez trouvée dans un supermarché, qui n'a même pas de formation adéquate. » Hélène, avec tout le respect que je vous dois, Camille intervint finalement, incapable de rester silencieuse face à l'attaque. Ce dont Sophie a besoin n'est pas de titre ou de diplôme, c'est de cohérence, de patience et de compréhension de sa façon unique d'expérimenter le monde. Et qui êtes-vous pour décider ce dont ma petite fille a besoin ? Hélène se tourna vers elle, des années de douleur trouvant une cible commode. Une jeune femme qui n'a même pas pu terminer sa propre éducation, quel genre d'exemple pensez-vous donner ? Ça suffit. Bernard l'interrompit, la voix plus forte qu'il ne l'avait voulu. Je ne vous permettrai pas de parler ainsi à Camille, pas après tout ce qu'elle a fait pour Sophie. Pour nous. Le silence qui suivit fut chargé de tension. Hélène regarda de Bernard à Camille, une nouvelle compréhension apparaissant dans ses yeux. « Je vois, » dit-elle finalement, se recomposant. « Eh bien, il semble qu'il se passe bien plus de choses ici que je ne l'avais imaginé au départ. » Hélène. Bernard commença, mais elle leva la main pour l'interrompre. « Je serai à Paris pendant 2 semaines. J'aimerais passer du temps avec Sophie, juste Sophie, avant de partir. En tant que sa grand-mère, je crois que j'ai ce droit. » Bernard hésita, partagé entre la réticence à perturber la routine soigneusement établie de Sophie et la reconnaissance qu'Hélène, malgré tout, était de la famille. « Je vais y réfléchir, » répondit-il finalement, « mais toute interaction devra être progressive et respecter les limites de Sophie. » Hélène acquiesça rigidement, prenant son sac. « Je serai à l'hôtel Le Bristol. J'attends votre contact pour nous organiser. » Avec un dernier regard évaluateur vers Camille, elle se dirigea vers l'ascenseur et partit. L'appartement sembla respirer de soulagement après son départ. Camille s'effondra sur le canapé, ne réalisant qu'alors à quel point elle était tendue. « Je suis désolé pour ça, » dit Bernard, s'asseyant à côté d'elle. « Ce n'est pas de votre faute, » répondit-elle. « Elle est blessée et préoccupée par sa petite fille, ce qui est compréhensible. Cela ne justifie pas la façon dont elle vous a parlé. » Camille resta silencieuse un instant, traitant la confrontation. « Que allez-vous faire ? À propos de sa demande de passer du temps avec Sophie ?» Bernard soupira profondément. « Je ne sais pas. D'un côté, Hélène est le seul lien vivant que Sophie a avec Louise. De l'autre, » il ne termina pas sa pensée, mais Camille comprit. De l'autre côté, Hélène représentait une menace pour la stabilité qu'ils avaient construite si soigneusement. « Je pense que vous devriez lui permettre
dit finalement Camille, se surprenant elle-même avec la suggestion. Avec les précautions adéquates, bien sûr. Sophie a le droit de connaître son histoire, sa famille. Et si Hélène essaie d'interférer dans notre arrangement, demanda Bernard, l'inquiétude évidente dans sa voix. Alors nous nous en occuperons quand ça arrivera, répondit Camille, avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. Ce qui compte maintenant, c'est ce qui est le mieux pour Sophie. Cette nuit-là, après que Sophie se fut endormie, Bernard trouva Camille sur le balcon, regardant la ville illuminée en contrebas. Sans un mot, il lui tendit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un contrat formel. Il garantit votre position permanente en tant qu'accompagnante thérapeutique de Sophie, avec tous les avantages et protections légales. » Il marqua une pause. Indépendamment de ce qu'Hélène pourrait tenter. Camille regarda l'enveloppe sans l'ouvrir. « Ce n'est pas nécessaire, Bernard. Pour moi, ça l'est, insista-t-il. Je veux que vous sachiez que votre place ici est sûre, que rien ne changera. » Mais tous deux savaient, en contemplant le ciel nocturne de Paris, que tout était déjà en train de changer. La tempête était arrivée, et le silence qu'ils avaient construit ensemble serait mis à l'épreuve comme jamais auparavant. L'absence de Camille pesait dans l'appartement comme une présence physique. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la visite inattendue d'Hélène, et la décision la plus difficile que Bernard ait jamais prise, permettre à la grand-mère de passer du temps avec Sophie, tout en accordant à Camille un congé temporaire pour apaiser les inquiétudes d'Hélène concernant la dynamique de la maison. Ce n'est que pour quelques semaines, avait-il expliqué à Camille la nuit où ils avaient appris la décision, jusqu'à ce qu'Hélène retourne à Marseille et que les choses se calment. Camille avait accepté avec une dignité qui ne fit qu'accroître l'admiration de Bernard pour elle. Sophie a besoin de connaître sa famille, avait-elle convenu, bien que ses yeux révélassent la douleur de la séparation imminente. Les adieux avec Sophie avaient été soigneusement planifiés. Une explication simple que Camille rendrait visite à son propre frère pendant un certain temps, un calendrier visuel pour marquer les jours jusqu'à son retour et la promesse d'appels vidéo réguliers. Malgré tout, la petite fille avait manifesté son inconfort à sa manière, régressant dans certaines compétences de communication, refusant d'utiliser la tablette de pictogrammes, gardant obsessivement le collier de pierre bleue que Camille lui avait donné comme amulette de protection. Dans l'appartement de Montmartre que Bernard avait loué pour Camille pendant cette période, insistant pour qu'elle ne retourne pas dans la banlieue lointaine où elle vivait, auparavant, elle passait ses journées dans un mélange d'inquiétude et de détermination. Elle reprit contact avec d'anciens professeurs de la faculté de psychologie, s'inscrivit à des cours en ligne sur les thérapies pour enfants neurodivergents et se permit, dans les heures solitaires de la nuit, de ressentir le manque qu'elle ne s'autorisait pas à exprimer pendant la journée. Ce dimanche matin, Camille était en train d'organiser ses notes sur une nouvelle méthode de communication qui pourrait bénéficier à Sophie lorsque son téléphone portable sonna. C'était Bernard, ce qui était inhabituel à cette heure-là. « Camille, vous pouvez venir à l'appartement aujourd'hui ?» L'urgence dans sa voix était palpable. « Qu'est-ce qui s'est passé? Sophie va bien ?»« Oui, elle va, physiquement bien, mais elle refuse de quitter sa chambre depuis hier. Hélène est ici et... » Il baissa la voix. « Nous ne gérons pas bien la situation. »« J'arrive, » répondit Camille, prenant déjà son sac. 40 minutes plus tard, le portier la recevait avec un sourire de reconnaissance et de soulagement. « C'est bien que vous soyez de retour, Madame Camille. La petite Sophie vous a manqué. » Dans l'ascenseur, Camille tenta d'organiser ses pensées. Elle ne voulait pas paraître critique ou jugeante, surtout devant Hélène, mais sa préoccupation pour Sophie surpassait toute autre considération. La porte de l'appartement s'ouvrit avant même qu'elle ne sonne. Bernard était là, le visage marqué par des nuits sans sommeil et l'inquiétude. « Merci d'être venu », dit-il en l'étreignant brièvement. Un geste inhabituel pour leur relation, habituellement réservée. « Où est Sophie ?» demanda Camille, entrant dans l'appartement. « Dans sa chambre. Elle refuse de sortir, refuse de manger quoi que ce soit qui n'ait pas été préparé par Madame Zélie, et ne dort qu'en serrant ce collier que vous lui avez donné. » Camille acquiesça, absorbant l'information. « Et Hélène ?» ?»« Dans le salon. Elle est frustrée. Les visites ne se passent pas comme elle l'espérait. »
Dans le vaste salon, Hélène était assise rigidement dans un fauteuil, paraissant aussi élégante que le premier jour, mais avec une nouvelle vulnérabilité dans ses yeux. « Madame Dubois », Camille la salua respectueusement. « Mademoiselle Fournier », répondit Hélène, le ton plus doux qu'auparavant, « je vous remercie d'être venue. » La reconnaissance du besoin de sa présence, venant d'Hélène, surprit Camille. Sophie a-t-elle des difficultés avec les changements de routine? Elle s'est simplement refermée, expliqua Hélène, la frustration évidente. J'ai passé toute la semaine à essayer de l'approcher, apportant des cadeaux, racontant des histoires sur sa mère, montrant des photos, mais c'est comme si elle était sur une autre planète. Camille acquiesça avec compréhension. Sophie traite les émotions et les informations différemment. De nouvelles personnes, de nouvelles histoires, surtout chargées émotionnellement comme les souvenirs de la mère qu'elle n'a jamais connue. Tout cela peut être extrêmement accablant. J'ai essayé, de la manière que je connais, admit Hélène, la voix légèrement brisée. Je suis grand-mère de 3 autres petits-enfants à Marseille. Je n'ai jamais eu de problème à me connecter avec eux. Sophie n'est pas comme vos autres petits-enfants, expliqua gentiment Camille. Et cela ne la rend pas moins merveilleuse ou moins capable de connexion. Cela signifie simplement que la connexion se fait de différentes manières, à son rythme, en suivant des règles que nous devons apprendre. Hélène la regarda longuement, comme si elle la voyait vraiment pour la première fois. « Vous la comprenez vraiment, n'est-ce pas ?»« J'essaie tous les jours, » répondit honnêtement Camille. « Puis-je la voir maintenant ?» Avec la permission silencieuse de Bernard et Hélène, Camille se dirigea vers la chambre de Sophie. Elle frappa doucement à la porte et entra sans attendre de réponse, sachant que la petite fille répondait rarement aux appels verbaux. La chambre était partiellement obscurcie, les rideaux fermés créant un environnement accueillant pour les sens hypersensibles de Sophie. La petite fille était assise dans sa tente sensorielle dans le coin, organisant méthodiquement de petits objets en motifs qui n'avaient de sens que pour elle. Le collier de pierre bleue était enroulé autour de son poignet. « Salut, Sophie », dit doucement Camille, s'asseyant sur le sol à une distance respectueuse. « Tu m'as manqué. » La petite fille ne leva pas les yeux immédiatement, mais ses doigts cessèrent de bouger, un signe qu'elle écoutait. Camille attendit patiemment, laissant le silence s'installer entre elles. Après plusieurs minutes, Sophie leva finalement les yeux, son regard rencontrant brièvement celui de Camille avant de se détourner. « Bleu », dit Sophie, l'un des rares mots qu'elle utilisait verbalement. « Oui, le collier bleu que je t'ai donné, » acquiesça Camille. « Tu en as très bien pris soin. » Sophie tendit le bras avec le collier, une invitation silencieuse à ce que Camille s'approche. Avec des mouvements lents et prévisibles, elle se rapprocha jusqu'à s'asseoir à l'entrée de la tente sensorielle. « Ta grand-mère Hélène est ici. Elle est venue de très loin pour te rencontrer. » Sophie secoua la tête négativement, un geste rare de refus direct. « Je sais que c'est difficile, » continua doucement Camille. « De nouvelles personnes, de nouvelles histoires, de nouveaux sentiments. C'est beaucoup à traiter d'un coup. » La petite fille la regarda à nouveau, cette fois plus longtemps, comme si elle évaluait si Camille comprenait vraiment. « Hélène, » ajouta Camille, « apprends aussi. Tout comme ton père a appris, tout comme j'ai appris. Nous essayons tous de trouver la meilleure façon de communiquer avec toi. » Lentement, Sophie prit sa tablette de communication qui avait été abandonnée dans le coin de la tente. Après quelques instants de navigation, elle pressa 2 pictogrammes en séquence. Sentir et confus. « Tu te sens confuse avec tout ça ?» traduisit Camille. « C'est parfaitement compréhensible. » Sophie pressa un autre icône. « Sûr ?» La façon dont elle demandait si les situations ou les personnes étaient sûres. « Ta grand-mère est sûre, » assura Camille. « Elle t'aime beaucoup, même si elle ne sait pas encore exactement comment le montrer de la manière qui fonctionne pour toi. » La petite fille sembla y réfléchir profondément. Finalement, à la surprise de Camille, elle se leva et, tenant toujours le collier bleu, se dirigea vers la porte. Camille la suivit en silence, comprenant l'invitation implicite. Dans le salon, Bernard et Hélène interrompirent leur conversation tendue lorsqu'ils virent Sophie apparaître à la porte. Camille quelques pas derrière. La petite fille regarda chaque adulte à tour de rôle, traitant la situation avant de marcher résolument vers Hélène. À l'étonnement de tous, Sophie tendit le collier de pierre bleue à sa grand-mère. « Elle vous offre son objet le plus précieux, »
expliqua Camille à voix basse, émue. C'est sa façon de dire qu'elle est prête à essayer. Hélène regarda le simple collier comme si c'était le bijou le plus précieux du monde. Avec des mains tremblantes, elle accepta le cadeau. « Merci, Sophie, dit-elle, la voix nouée. C'est magnifique. » Sophie acquiesça satisfaite avant de retourner près de Camille. Elle se positionna de manière à pouvoir maintenir un contact visuel avec la jeune femme tout en s'asseyant près de sa grand-mère, une position intermédiaire qui communiquait sa disposition à interagir, à condition d'avoir son port d'attache à proximité. Les jours suivants apportèrent une nouvelle dynamique à l'appartement. Sous la guidance patiente de Camille, Hélène apprit à respecter le rythme et les préférences de Sophie. Elle cessa d'insister sur le contact physique que sa petite fille ne désirait manifestement pas, modéra son ton de voix naturellement élevé et découvrit la joie de simplement être dans le même environnement que Sophie, partageant espace et temps sans attente. Une semaine plus tard, la veille du retour d'Hélène à Marseille, les quatre partageaient un repas tranquille sur le balcon. Le soleil se couchait sur la Seine, peignant le ciel en tons d'orange et de rose, des couleurs que Sophie, étonnamment, tolérait maintenant bien. « Je n'aurais jamais pensé dire ça », commenta Hélène, observant Sophie organiser soigneusement les légumes dans son assiette. « Mais vous aviez raison, Camille. Surtout, Camille sourit aidant Sophie avec son jus. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est juste une façon différente de voir le monde. »« Une façon que vous comprenez naturellement », observa Hélène. Après une pause, elle ajouta « Cela me fait penser à la façon dont Louise se serait adaptée. Elle a toujours été si traditionnelle dans ses attentes. »« Je suis sûr qu'elle aurait appris comme nous tous », commenta Bernard, son ton conciliant surprenant autant Camille qu'Hélène. Plus tard, après que Sophie eut été couchée, un processus qui incluait maintenant à la fois Camille et Hélène, chacune contribuant à sa manière à la routine nocturne. Les trois adultes se réunirent dans le salon pour une conversation nécessaire. « Je retourne à Marseille demain », commença Hélène. « Mais avant, je dois m'excuser. » Bernard et Camille échangèrent des regards surpris. « Je suis arrivée ici pleine de jugements et d'idées préconçues, » continua-t-elle. « Sur la façon dont un enfant devrait être élevé, sur qui devrait être impliqué, sur la façon dont la dynamique familiale devrait être. »« C'est compréhensible, » offrit généreusement Camille. « Sophie est votre petite fille, et vous essayez juste de la protéger. »« Oui, mais je l'ai fait de la pire manière possible, en supposant que je savais ce qui était le mieux pour elle, sans observer ce qui la faisait réellement s'épanouir. » Hélène regarda directement Camille. « Et en vous jugeant injustement, basé sur des diplômes et des apparences, pas sur ce qui compte vraiment, votre capacité à aimer ma petite fille exactement comme elle est. » Les mots planèrent dans l'air, chargés d'émotion. Bernard se racla la gorge, visiblement ému par l'admission d'Hélène. « Qu'est-ce que cela signifie concrètement » demanda-t-il, toujours pratique. « Cela signifie, répondit Hélène, redressant ses épaules, que je n'interférerai pas dans la dynamique que vous avez établie ici. Camille est évidemment essentielle au bien-être de Sophie, et il serait cruel et contre-productif d'essayer de changer cela. »« Merci, » répondit simplement Bernard. « Mais, » Hélène continua avec un petit sourire, « cela signifie aussi que j'aimerais rester une partie de votre vie, si vous me le permettez. Des visites régulières, des appels vidéo, une reconnexion authentique, au rythme de Sophie, bien sûr. »« Ce serait merveilleux, » répondit sincèrement Camille. « Sophie mérite de connaître sa grand-mère, son histoire familiale. » Hélène l'étudia un instant. « Vous êtes une personne remarquable, Camille Fournier. Ma petite fille a beaucoup de chance de vous avoir dans sa vie. » Se tournant vers Bernard, elle ajouta « Vous deux avez. » Cette nuit-là marqua la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Après le départ d'Hélène le lendemain, un adieu étonnamment émouvant, Sophie permettant même une brève étreinte de sa grand-mère, la vie dans l'appartement retrouva progressivement une nouvelle normalité. 6 mois plus tard, un samedi, matin ensoleillé, Sophie surprit tout le monde en se réveillant et en annonçant clairement « Camille, papa, parc ». C'était la première phrase complète qu'elle formait spontanément, et le choix des mots ne passa pas inaperçu pour Bernard et Camille. L'ordre, l'inclusion des deux, l'initiative de suggérer une activité, tout cela représentait des avancées significatives. Le centre thérapeutique intégré Arc-en-Ciel fut inauguré 1 an plus tard,
sur un vaste terrain dans la forêt de Rambouillet, Yvelines. Fondé par Bernard et dirigé par Camille, qui avait finalement terminé sa licence en psychologie, le centre devint rapidement une référence en approche personnalisée pour les enfants neurodivergents. Sophie, maintenant âgée de 7 ans, y participait activement, servant de m'assistante spéciale, quelques heures par semaine, aidant d'autres enfants à se sentir à l'aise dans l'environnement soigneusement conçu pour respecter différentes sensibilités sensorielles. Hélène était devenue une visiteuse fréquente, partageant son temps entre Marseille et Paris, découvrant la joie dans la relation authentique qu'elle partageait maintenant avec sa petite fille. Les anciennes rancœurs avec Bernard n'avaient pas complètement disparu, mais avaient été remplacées par un respect mutuel fondé sur l'amour partagé pour Sophie. Un après-midi particulièrement significatif alors qu'ils observaient Sophie guidant gentiment une nouvelle enfant dans le jardin sensoriel du centre, Bernard tint la main de Camille, un geste qui était devenu naturel au fil des mois. « Je n'aurais jamais imaginé que nous arriverions ici », commenta-t-il, observant sa fille, qui communiquait maintenant avec confiance, toujours à sa manière unique, mais avec une ouverture sur le monde qui semblait auparavant impossible. « Je crois que c'est ça, la famille », répondit Camille, serrant sa main. « Ne pas nécessairement savoir où nous allons, mais s'engager à faire le voyage ensemble, quoi qu'il arrive. » À cet instant, Sophie les regarda et sourit, un de ces sourires rares et précieux qui illuminaient tout son visage. Elle leva la main dans un geste qu'ils avaient développé ensemble, pressant le pouce et l'index pour former un cercle sûr. Camille répondit immédiatement avec le même geste, « Toujours ». La petite fille qui vivait autrefois isolée dans son propre monde construisait maintenant des ponts, non seulement pour elle-même, mais pour d'autres qui, comme elle, percevaient l'univers à travers des lentilles différentes. Et sur son dessin le plus récent, fièrement exposé sur le mur de la salle, 2 thérapies artistiques, 3 figures se tenant la main, un homme grand, une femme aux cheveux foncés et une petite fille au centre, étaient entourées d'un arc-en-ciel de couleurs, y compris, plus brillante que toutes, une vibrante nuance de rose. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours de Sophie, Bernard et Camille a touché vos cœurs. Pour continuer à naviguer à travers des récits émouvants comme celui-ci, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires françaises tout aussi captivantes. Retrouvez-la ici en cliquant à gauche de l'écran. Si cette histoire a éveillé des émotions en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre like sur la vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des contenus uniques qui explorent la complexité de la vie et les nombreuses façons d'aimer. Partagez vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire mérite aussi d'être entendue. À notre prochaine rencontre, je viens de créer un récit dramatique situé en France, en suivant toutes vos directives. L'histoire a été divisée en 5 chapitres, chacun d'environ 1250 mots, totalisant environ 6250 mots. Le récit raconte l'histoire de Bernard Montaigne, un dirigeant millionnaire de Paris, veuf, et père de Sophie, une fillette autiste de 5 ans. Lorsque Sophie fait une crise dans un supermarché, Camille Fournier, une jeune employée, parvient à la calmer grâce à des techniques intuitives. Impressionné, Bernard l'engage comme accompagnante thérapeutique de Sophie. Tout au long de l'histoire, nous voyons le développement du lien entre Camille et Sophie, les transformations dans la vie de Bernard et comment les 3 forment une famille non conventionnelle. Le conflit surgit lorsque Hélène, la grand-mère maternelle de Sophie, éloignée depuis des années, apparaît inopinément et remet en question la présence de Camille dans la vie de sa petite fille. Après une période de tension et d'éloignement, tous reconnaissent l'importance de Camille pour le bien-être de Sophie. L'histoire se termine par la fondation d'un centre thérapeutique pour enfants neurodivergents et la formation d'une famille unie par l'amour et la compréhension. Souhaitez-vous que je développe un autre aspect spécifique de l'histoire ?